projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Une occasion de réfléchir aussi sur la marche de l'Afrique avec notre invité. Et aujourd'hui, c'est la BD et le street art qui sont à l'honneur. C'est l'heure d'Initiative Africa. Bienvenue à toutes et à tous. Voici le sommaire de votre magazine. Dessiner, illustrer, expliquer, raconter, oser la critique, telle est la mission d'Annick Kamgang. Cette franco-camerounaise, attachée au coup de crayon et au pouvoir des mots, a grandi avec l'exemple d'un père qui avait choisi l'opposition politique. De quoi nourrir l'inspiration de toute une vie d'artiste et d'activiste. Cam, de son nom de plume, est notre invité du jour. Je suis artiviste, donc artiste et activiste, parce que j'utilise le dessin comme une arme, entre guillemets. Rencontre avec la Camerounaise Elions, qui veille depuis Conakry au développement de la BD africaine pour le grand bonheur des amateurs du continent. C'est une belle occasion de mettre en évidence la compétence des auteurs africains. Donc c'est une fierté pour nous que cette expo ait lieu. Vivre dans des villes, mais avec l'art en partage, c'est la promesse des artistes de street art à Accra. C'est bien, c'est très bien. Et cet art nous aidera à voir les jeunes qui ont du talent et qui n'ont personne pour les soutenir. Donc, cela montrera ce qu'ils ont en eux. Il est presque impossible aujourd'hui de parler de la bande dessinée africaine sans évoquer Joël Épée Madingue. Elions, comme elle se fait appeler, s'impose comme l'une des belles plumes d'Afrique tout en contribuant à la valorisation de l'identité de la BD du continent. Notre correspondant Sayon Kourma l'a rencontrée à Conakry où elle vit actuellement. Ce sourire n'est pas anodin. Il s'agit là du sourire d'un fervent passionné de la BD, tout heureux de participer à ce vernissage dans la capitale guinéenne. Pour Oscar, c'est un rêve longtemps caressé qui se réalise aujourd'hui, celui de pouvoir revisiter l'histoire de la bande dessinée africaine. C'est une belle occasion de mettre en évidence la compétence des auteurs africains. Donc c'est une fierté pour nous que cette expo ait lieu. Ce vernissage de Conakry, il s'agit en fait de l'exposition en itinérance dans le réseau des instituts français du monde entier de l'événement Koubouni, les bandes dessinées d'Afrique. Initiée en 2020, l'exposition se veut une cartographie de la BD de l'Afrique au sud du Sahara. Et ici, dans la capitale guinéenne, l'engouement est de taille. J'ai énormément appris. L'avantage de l'exposition, c'est qu'elle retrace vraiment l'historique, l'évolution de la BD d'hier, d'aujourd'hui et demain. Et donc c'est très intéressant de pouvoir retracer la totalité du chemin. Cette incroyable exploration de la BD africaine est sans nul doute la plus remarquable et co-organisée par cette autrice, Joël Épée Madingue. Mais enfin, il ne peut peut-être pas le reproduire en étage. La Camerounaise est co-commissaire de cette exposition en collaboration avec la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Objectif, montrer toute la richesse et la diversité des créateurs d'Afrique. Alors, pourquoi Afrique.s? Parce que avec mon co-commissaire, on voulait vraiment rappeler que l'Afrique n'est pas un village. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas s'attendre à une homogénéité de traits, de sujets traités, de création de personnages ou d'apparence des personnages. On voulait montrer que Afrique.s fait référence à plusieurs Afriques. Donc on a tenu à écrire Afrique.s et pas Afrique S ou Afrique au singulier. Cet événement n'est qu'un des projets de cette autrice des BD africaines. Née à Bafoussam dans son Cameroun natal, Joël est considéré comme l'un des porte-flambeaux du 9e art du continent. Le riche parcours de la franco-camerounaise commence en tant qu'autrice de la bande dessinée La vie d'Ebn Douta. Une BD qui a véritablement lancé la jeune carrière de celle qui est surnommée Elions. Et aujourd'hui, l'aventure continue 8 ans après l'édition du premier tome. Pour l'instant, il y a 3 tomes. Donc il y a le tome 1, le tome 2, le tome 3. Je travaille sur le tome 4 qui devrait
Par la grâce de Dieu, il sortira normalement l'été 2023. Je m'inspire beaucoup de ma vie quand j'étais étudiante. J'ai étudié en partie en Belgique. Donc là, vous avez un des gags. Et j'ai étudié la bande dessinée en Belgique d'ailleurs. Et au contact des autres, il y avait des choses que je pensais savoir et je me rendais compte qu'en fait je ne savais pas. Ou je savais mal. Ou la télé déformait énormément ma compréhension de l'autre. Et donc je m'inspire beaucoup de ça. Et grâce à l'expérience acquise de la ville de Bendouta, Joëlle s'investit aujourd'hui pour la promotion de la BD d'Afrique. Directrice de festival, co-commissaire de différentes expositions temporaires de bandes dessinées sur le continent, Eliance porte plusieurs casquettes dont celle de l'organisation de la plus prestigieuse exposition de bandes dessinées d'Afrique, Bilili BD. Ce festival, qui sera à sa 7e édition en décembre 2022, est dédié à la célébration de la créativité graphique du continent. C'est vraiment un festival créé pour réseauter, pour faire réseauter les auteurs, pour faire communiquer les profils des Camerounais, des Togolais, Sénégalais, des Européens. On a déjà commencé à avoir pas mal de nationalités au Bilili BD Festival et c'est vraiment un festival de réseautage. Un réseautage qui permet aujourd'hui à Joëlle Épée Mandengue d'identifier de nouvelles perspectives d'affaires. Eliance dessine pour des magazines, des collectifs BD de plusieurs pays, mais aussi assure des commandes pour des particuliers et institutions, pour des festivals ainsi que des ateliers BD à travers le monde. Comme pour dire que le 9e art africain est en pleine expansion. La BD africaine a de l'avenir, définitivement. Définitivement. Et j'ai même envie de dire, au-delà du fait qu'elle ait un avenir, elle entre dans son avenir. Ce n'est plus un lendemain lointain. Ce n'est plus un rêve. Ce n'est plus un fantasme. Lorsqu'on parle de bande dessinée d'Afrique, il y a de la qualité, il y a de la quantité. Il y a de plus en plus de profils, il y a de plus en plus d'auteurs et d'autrices qui ne rêvent pas une vie loin, mais qui la construisent dans leur pays ou qui la construisent sur le continent. Il y a un avenir et on est dans notre avenir maintenant. Et Joëlle, elle, joue carrément le rôle d'ambassadrice. L'autrice présente dans plusieurs capitales africaines continue d'écrire son histoire entre la préparation de la 7e édition du Bilili Festival au Congo et la conception du 4e tome de la vie de Bendouta. L'année 2023 s'annonce décisive pour Eliance. La directrice du festival veut continuer à mettre des étoiles dans les yeux des amoureux de la BD. Et quand on parle BD et Afrique, on pense aussi immédiatement à Cam ou Annie Kangang. Cette dessinatrice qui vit à Paris a œuvré dans la presse à Jeune Afrique avant de découvrir l'attrait de la BD reportage. Elle est la co-autrice de Lucha, chronique d'une révolution sans armes au Congo. C'est un sujet sur l'engagement citoyen, proche d'un thème qui lui est cher, les droits humains, l'opposition politique en Afrique. Elle s'est confiée à Laurent Soustras et Thierry Schiller. Annie Kangang, bonjour. C'est rare, mais on ne sait pas par où commencer avec vous. Vous vous définissez comme artiviste, artiste et activiste. Quels sont donc vos moyens d'expression? Oui, alors je suis artiviste, donc artiste et activiste, parce que j'utilise le dessin comme une arme, entre guillemets. Et donc j'ai 3 moyens d'expression. Le premier, c'est le dessin de presse. J'exprime mes opinions, mes idées politiques à travers donc ce moyen pertinent qui est le dessin de presse, qui utilise des procédés comme la caricature ou l'ironie pour commenter l'actualité et critiquer ceux qui nous gouvernent, par exemple. Mon deuxième moyen d'expression, ma deuxième arme pour exprimer mes idées, c'est la bande dessinée. Il y a quand même une continuité avec le dessin de presse. Le dessin de presse, c'est entre l'art et le journalisme. Et la bande dessinée, et notamment la bande dessinée reportage, c'est entre la bande dessinée et le journalisme. Et donc je raconte une histoire
l'histoire de Lucha, qui est un groupe donc de jeunes Congolais de la société civile qui se battent pour les droits humains à Goma, au Congo. Et donc je raconte leur histoire et leurs engagements, leurs combats pacifiques dans un milieu difficile, qui est l'Est de la RDC. Donc ça, c'est ma deuxième manière de m'exprimer. Et la troisième manière, c'est l'illustration. L'illustration, c'est un dessin, une idée. Je la fais dans le cadre de commandes pour des ONG qui se battent pour les droits humains en Afrique. Et ça concerne souvent les droits humains et les sujets politiques en Afrique et dans la diaspora africaine. Dans votre parcours, vous avez mentionné une enfance passée dans des conditions particulières et les convictions de votre père. C'est ce qui a déterminé votre vocation? Oui, tout à fait. Mon intérêt pour la politique et ma volonté en fait d'exprimer mes idées politiques à travers le dessin, ça vient d'une enfance passée dans les années 80 en Afrique centrale. Je suis née à Yaoundé et j'ai passé mon enfance dans les années 80 à Bangui. Et enfant, je savais quand même qu'on était dans un pays où on pouvait pas dire tout ce qu'on voulait, sur tout ce qu'on voulait, et notamment sur le président. Et j'avais un père qui s'intéressait toujours à la politique. Et je me souviens quand il était petit, quand par exemple il y a eu Thomas Sankara au Burkina, je me souviens de ça. Je me souviens aussi de quand Nelson Mandela est sorti de prison, je me souviens de ça, on avait regardé ça à la télé. Donc j'avais un père quand même qui s'intéressait beaucoup à ça. Et année décisive de ma vie, les années 90-91, c'est une année qui m'a marquée parce que ma vie familiale a basculé. Ce sont 2 années qui correspondent à des mouvements des populations en Afrique centrale francophone et en Afrique de l'Ouest qui demandent davantage de liberté d'expression, qui demandent aussi le multipartisme, parce qu'à l'époque, il n'y avait qu'un parti politique. Et donc, il y a eu les mouvements donc, des émeutes, etc. Et notamment à Yaoundé, les villes mortes, mais aussi à Bangui, là où j'étais. Et c'est à ce moment-là que en fait, mon père se politise, lui qui était fonctionnaire camerounais, dans une organisation internationale à Bangui. En fait, il se politise, il publie un article où il dit qu'il est normal en fait, que les peuples africains demandent le multipartisme. Et sa hiérarchie tombe dessus, lui demande des explications. Et lui, en fait, il était fonctionnaire et en fait, il était tenu à ce qu'on appelle le devoir de réserve. Il disait qu'il n'avait pas trop le droit de s'exprimer, en fait. Mais lui, il a assumé, en fait, ses propos. Et là, il bascule, il rentre au Cameroun et il devient opposant politique. Donc ça m'a vraiment marqué. Et je pense que ça explique mon intérêt pour les sujets politiques, les sujets relatifs aux libertés d'expression, aux droits humains. Voilà, donc c'est décisif, ça a été décisif. Et le dessin, vous avez toujours dessiné. Vous vous souvenez de vos premiers dessins? Que vous a apporté la formation que vous avez ensuite suivie à Paris? Alors enfant, dans les années 80, je dessinais... je me souviens, en maternelle, j'avais gagné un concours de dessin. On devait faire, je crois, un concours où on devait dessiner des hôtesses de l'air de la compagnie Air Afrique. Et moi, j'avais gagné, j'étais toute contente. Et donc ça, c'est un des premiers dessins dont je me souviens, parce que j'avais gagné un concours. J'ai continué. Et par contre, je dessinais quand même beaucoup d'images que je voyais dans les journaux. Et aussi dans les catalogues. Voilà, les catalogues de mode. Voilà, donc, mais rien à voir avec la politique. Et alors plus tard, le dessin politique est arrivé par cette histoire-là, je vous dis, des années 90 qui m'a marquée. Et j'ai suivi effectivement des formations. Quand j'ai commencé en fait le dessin politique de manière professionnelle, j'habitais déjà à Paris et j'ai suivi des formations pour adultes en cours du soir. Et ce que m'ont apporté ces formations, c'est à la fois déjà des contacts et un petit réseau dans le domaine de l'illustration. Ça m'a aussi dit, bon, je ne suis pas totalement un imposteur dans ce domaine, puisque j'ai aussi la formation. Donc ça m'a aidé à prendre confiance en moi. Et ça m'a apporté des connaissances techniques aussi pour dessiner avec des logiciels, etc.
Et ça m'a aussi apporté une culture générale artistique. Après, pour la culture politique, comme je suis sur le dessin politique, alors là, ce sont mes lectures personnelles qui m'apportent ça. Et c'est le fait que j'essaye le plus possible de suivre l'actualité. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Plus d'1,3 milliard d'Africains vivront dans des villes en 2050, ce qui va tripler la population urbaine du continent en 35 ans. C'est une révolution sociale en perspective avec l'émergence d'une classe moyenne et supérieure à la recherche d'un meilleur environnement familial. Déjà, des métropoles du continent s'ajustent en douceur à de nouvelles aspirations. Exemple à Accra où s'est développée toute une tradition d'art mural, du street art, pour accompagner l'évolution de la ville. Regardez, c'est un reportage de John Aotui. La ville d'Accra, effervescente, est connue pour ses embouteillages persistants. La nature cosmopolite de cette ville ouest-africaine favorise une évolution constante à travers ses infrastructures et projets. Une des transformations actuelles saluées par la capitale est le projet Mur de la ville, à travers lequel des artistes locaux collaborent pour embellir les rues animées d'Accra avec des peintures murales vibrantes d'une riche signification culturelle et historique. Aujourd'hui, des peintres renommés du Ghana placent cet art expressif dans les espaces publics en utilisant les façades en béton des différents passages supérieurs autour d'Accra comme toile. Un de ces passages supérieurs est l'échangeur Akoadje, le long de la route principale menant au centre d'Accra, qui traverse également le cercle de Krumah sur la rocade jusqu'à la partie côtière d'Accra. Les peintures sont centrées sur la culture traditionnelle et les portraits historiques. Un de ces portraits est celui d'Ebenezer Akoadje, ancien ministre de la Justice, homme d'État, homme politique, avocat, journaliste et membre fondateur de la United Gold Coast Convention, le premier parti politique du Ghana. Les peintures murales que vous voyez font partie du travail de design urbain pour embellir la ville. Au lieu d'avoir des affiches parfois dégradées sous les ponts et les travaux de béton en ville, nous devrions plutôt avoir des peintures qui font partie de l'embellissement de la ville. Donc cela fait partie des œuvres de la ville. En fait, nous l'appelons art public. Et l'art public, cela pourrait être des peintures murales comme les peintures que vous voyez, mais il peut s'agir de sculptures comme la sculpture du docteur Busia au 37 ou encore la sculpture du roi Taki Tawia dans le parc des Rawlings. Les personnes qui traversent le quartier sont émerveillées par la fraîcheur que ces œuvres d'art dynamiques apportent à ces espaces publics. C'est bien, c'est très bien. Et cet art nous aidera à voir les jeunes qui ont du talent et qui n'ont personne pour les soutenir. Donc, cela montrera ce qu'ils ont en eux. Certains d'entre eux ont peut-être terminé leurs études universitaires et n'ont pas d'emploi. Mais montrer ce talent nous aidera simplement à le savoir. Si cette personne a ce talent, nous pourrions simplement l'aider à l'exposer en grand et face au public. Celui-ci est un storytelling, une histoire racontée. Ces œuvres peuvent raconter beaucoup d'histoires. Et ainsi, nous pourrions demander à nos pères et grands-pères de nous en dire plus à ce sujet, parce que nous ne pouvons raconter beaucoup d'histoires autour de cela à moins de leur demander. Ce n'est qu'ensuite que nous pourrions raconter des histoires à travers ces œuvres, car chaque œuvre d'art de cette nature a un sens. C'est donc très beau.
J'encouragerai personnellement le gouvernement à construire un musée beaucoup plus grand, où des œuvres d'art pourraient être exposées. Car à travers cela, nous faisons la promotion de l'industrie artistique. Chaque fois que je viens ici avec mes filles, en fait, elles vont à l'école ici, chaque fois que je les cherche à l'école et quand j'arrive ici, je vois la beauté de l'art. Très impressionnant. Les artistes ont également travaillé à l'échangeur de Tété Karchi. Ils ont remplacé les murs en béton de son viaduc qui avait été précédemment dégradé avec des affiches usées et d'autres supports publicitaires. Aujourd'hui, l'échangeur expose de magnifiques peintures murales rendant hommage à des héroïnes telles que la première femme médecin Suzanne Ofori-Atta, l'industrielle Esther Oklo, la première femme avocate Annie Diagué et la guerrière Ya Asantewa qui a combattu les Britanniques parmi d'autres. Accra se développe très vite, donc tous ceux qui sont au Ghana pensent que lorsque vous venez à Accra, vous allez réussir. Ainsi, la ville se développe plus vite que nous, les planificateurs, n'avons le temps d'en concevoir les aménagements. Si la ville est bien aménagée, alors nous pouvons avoir la main sur l'endroit où nous devons placer nos peintures murales, nos sculptures et toutes ces œuvres. La planification est toujours à la recherche du développement sous toutes ses formes. À Accra, les embouteillages sont peut-être juste l'occasion d'admirer ces peintures murales qui représentent un mémorial à l'héritage de certaines des figures les plus influentes et les plus remarquables de l'histoire ghanéenne. Nous retrouvons la dessinatrice et artiviste Annie Kamgang. Elle lève le voile sur son nouveau projet de BD sur la lutte d'indépendance du Cameroun dans les années 60, en collaboration avec l'auteur Adelphouch Tep. Écoutons-la. Annie Kamgang, vous êtes connue depuis la BD La Lucha, le mouvement de jeunesse citoyen en RDC. Comment avez-vous conçu ce travail et que représente cette œuvre pour vous ? Alors, je vais d'abord répondre à la deuxième question. Donc déjà, c'est la première fois, donc c'est ma première publication. Et donc, juste dans ma carrière, c'est important. C'est la première fois que je fais une bande dessinée. Alors, comment alors, la genèse du projet Lucha, Chronique d'une révolution sans armes au Congo, cette bande dessinée raconte l'histoire d'un groupe qui se bat pour les droits humains en RDC. Et j'ai aussi rencontré Justine Brabant, qui avait déjà écrit sur la RDC. Elle avait écrit un sujet sur les groupes militaires qui sévissent dans l'est de la RDC, et qui commettent des crimes en toute impunité. Et quand je lui ai parlé de ce groupe Lucha, qui se battent pour les droits humains en RDC et qui mènent un combat pacifique dans un environnement violent, elle a dit « Ah oui, vraiment, j'ai vraiment envie de faire ça. » Parce que moi, j'ai vu cette région marquée par cette violence-là depuis plus d'une vingtaine d'années. Et quand je regarde ce qu'ils font, là, ces jeunes de Lucha, ça donne de l'espoir. De voir cette audace-là de mener un combat non violent et pacifique dans un environnement aussi violent. Mais on n'a pas trouvé un journal ou un média d'actualité africaine qui veuille comme ça parler de Lucha en bande dessinée au jour le jour, toutes les semaines. Parce que c'était vraiment une année 2016 électorale très difficile. Et au final, on a sorti ce livre-là en 2018, donc 2 ans après l'année électorale. Mais ce qui est bien, c'est que le journal Jeune Afrique à l'époque a quand même diffusé intégralement la bande dessinée sur son média en ligne. C'est comme ça donc que le projet s'est fait. Vous avez dit que le dessin de presse est un sprint et la BD un marathon. Oui. Vers quel exercice tendez-vous le plus naturellement aujourd'hui ? Vers le marathon, le travail de longue haleine qui est donc propre à la bande dessinée, qui est d'approfondir un sujet, de réunir le maximum de documentation écrite, mais aussi visuelle, et aussi des archives, et de se poser, d'écrire. C'est ce vers quoi je tends davantage aujourd'hui.
Parmi vos projets figure un projet de BD. Oui. Un projet de BD au sujet du Cameroun, le pays de votre père où vous êtes né vous-même. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Alors ça, c'est un projet de longue haleine, pour le coup. Là, c'est vraiment un marathon qui a commencé en 2020 et qui n'est pas encore complètement terminé, puisque je suis à la recherche d'un éditeur. C'est un projet qui vient de ma volonté de comprendre les raisons pour lesquelles, dans les années 90, dont je vous ai parlé là, des années où il y avait des mouvements qui demandaient davantage de liberté en Afrique centrale, ces années-là où en fait mon père devient opposant et où ma vie bascule et où en fait il nous envoie en exil. Alors je suis d'origine guadeloupéenne, donc on a été envoyés en exil, ma mère, moi et mes frères et sœurs en Guadeloupe à ce moment-là. Et après, j'ai pas revu mon père pendant plus de 20 ans. Voilà, et je me suis toujours demandé en fait d'où venait pourquoi il est devenu opposant politique à ce moment-là, et puis pourquoi aussi il avait la possibilité de s'exiler avec nous et de partir, mais il ne l'a pas fait. Donc je me suis toujours demandé d'où venait ce patriotisme et cet attachement viscéral à son pays et à la libération de son pays. Et c'est là que j'ai découvert une histoire que je ne connaissais pas bien, que j'ai découverte en faisant cette recherche personnelle, en essayant de comprendre les choix de mon père. Et j'ai appris donc que dans les années 50, 60, 70, donc il y a une lutte de libération au Cameroun menée par un mouvement qui s'appelle l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, pour l'indépendance du pays. Et j'ai aussi découvert que cette histoire restait taboue aussi au Cameroun, et restait taboue au Cameroun pendant de très très longues années. Et donc j'ai décidé, en découvrant cette histoire, d'en faire un roman graphique. Et malheureusement, l'année où j'ai commencé ce projet, en 2020, mon père a disparu. Il faisait partie intégrante du projet, il a disparu. Mais j'ai quand même décidé d'aller au bout du projet. Et donc de raconter cette histoire-là. Et donc, la BD reportage africaine, pour vous, c'est aussi une manière d'amener les gens à réfléchir, à questionner le passé, le présent et peut-être même l'avenir? Oui, tout à fait. Ce qui est assez bien avec la bande dessinée reportage, c'est que quand on pense bande dessinée, on pense plutôt à un univers enfantin, etc. Mais vous avez dans les années 90, et c'est ce qui m'a marqué, je pense, pour la bande dessinée, vous avez l'apparition de ce qu'appelle le roman graphique, avec par exemple une maison d'édition française comme l'Association, et une BD qui m'a vraiment marqué, qui s'appelle Persépolis, qui est dont l'autrice est Marjane Satrapi, et en fait qui parle de son enfance en Iran, et qui, à travers son histoire familiale, son parcours, parle de l'Iran. Ce que je trouve intéressant, c'est de mêler à la fois ce que la bande dessinée permet, sujets politiques, d'actualité, et histoire personnelle et familiale. Voilà. C'est ce que permet aussi la bande dessinée, le roman graphique. Et je trouve que, pour le coup, l'actualité africaine et les sujets politiques et les sujets aussi liés aux droits humains africains se prêtent complètement à ce genre de BD qu'on appelle la bande dessinée reportage. Voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview d'Annie Kamgang ainsi que nos émissions sur notre site africaonair.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à liker, partager, commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.